Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Il était une fois, pour commencer. Rien de plus dur que de finir sans avoir commencé. Maxime Ducamp. Mi-décembre 2017, un vendredi midi, à Laqueville, alors que je déjeune avec la sœur d'une amie, je lui mentionne au cours de la discussion le fait que j'essaie vainement depuis plusieurs semaines de mettre en forme les multiples notes et enregistrements vocaux pris au gré des situations ubuesques vécues avant, pendant et après mon opération du cœur. 153 notes écrites et 1h47 d'enregistrements vocaux. Démarche entreprise afin de ne rien oublier de ce que je voyais, entendais et ressentais des dysfonctionnements structurels ou interpersonnels qui m'ont saisi dans mon parcours de malade cardiaque. Quelques mois plus tard, lorsque j'ai relu et réécouté ces mémos, je me suis aperçu du mélange des registres et de la teneur des contenus. Tantôt ils actaient des ressentis et observations que j'avais dans mon rôle de malade. Tantôt ils convoquaient la sociologue que je suis depuis plus de 20 ans et qui plus est dans le champ de la santé. Enfin parfois les deux, patiente et sociologue, se confondaient ou entraient en collision. J'aimerais écrire quelque chose à partir de toutes ces notes. Mais je ne trouve pas l'angle de narration. Ou bien je pars dans un écrit académique, ou bien j'ai l'impression que c'est trop anecdotique. Lance-toi avec ce qui te vient en tête. Je ne vais quand même pas commencer par « Il était une fois », j'ai été opéré du cœur. Eh bien pourquoi pas? C'est très bien ça. Il était une fois, j'ai été opéré du cœur. J'ai repris mon train pour Montville et j'ai commencé. Il était une fois, j'ai été opéré du cœur. Février 2017, visite chez ma nouvelle médecin de famille. J'ai pris rendez-vous pour faire contrôler ma thyroïde et pour une fatigue intense que je ressens depuis des mois. Lors de l'auscultation, elle remarque qu'il y a un problème au niveau du souffle au cœur et veut rapidement effectuer une échographie cardiaque. Chose faite 15 jours plus tard. Mars 2017, l'examen confirme ce qu'elle présumait lors de la première consultation. Il y a un souci au niveau de la valve aortique et de la valve mitrale. Elle m'adresse aussitôt à l'hôpital des Montagnes pour faire une échographie transœsophagienne. Pour les novices du langage d'écrou marque déposée blanche, il s'agit d'une petite caméra que l'on vous glisse au fin fond de l'œsophage, organe qui est le plus proche des valves cardiaques et duquel on peut les voir, et évaluer plus précisément la gravité valvaire. Le cardiologue de l'hôpital officialise le diagnostic. Je souffre d'une sténose de la valve aortique et d'une calcification de la valve mitrale. Une opération chirurgicale s'avère nécessaire. Intervention qui n'est pas possible dans cet établissement. Sur recommandation de plusieurs médecins et de certaines personnes de mon entourage, je serai opéré à Laqueville à la clinique du Sel, une clinique privée réputée sur le bord du canyon. De quoi me plaindrais-je? Dès lors, après plusieurs examens complémentaires et une rencontre avec le chirurgien, tout va aller très vite. 3 mai 2017, arrivée à la clinique du Sel. 4 mai 2017, opération des valves aortiques et mitrales. S'en suivront presque 2 mois d'hospitalisation, entre le service de cardiologie de cette clinique, puis un centre de réadaptation cardiaque dans lequel je séjournerai plus de 4 semaines entrecoupées de 2 hospitalisations de quelques jours en urgence lors de ma réadaptation. 24 juin 2017, fin de ma réadaptation et retour à mon domicile. Décembre 2017, 6 mois après ma sortie de l'hôpital, les rendez-vous avec les nombreux professionnels de santé, cardiologues, pneumologues, radiologues, gastro-entérologues, physiothérapeutes, dermatologues, etc., ont ponctué à minima chacune de mes semaines et ont alimenté mon regard sur les rapports soignants-soignés ainsi que sur l'organisation des parcours de soins des patients. Regard pas tout à fait désintéressé puisque dans mes recherches sociologiques, j'étudie plus particulièrement depuis le milieu des années 2000, la santé au travail avec une focale singulière sur les métiers de contact, i.e. les personnels soignants. J'ai donc pu affiner mes analyses antérieures, du haut de mon lit de malade. Ce poste d'observation de presque 2 mois in vivo et de plus de 10 mois en ambulatoire au moment de l'écriture de cet ouvrage, m'a alors été offert. Ce positionnement de malade m'a sorti de l'observation neutre que j'endosse habituellement dans mon rôle de sociologue. De cet arrêt forcé, j'ai décidé de tirer des utilités positives. D'une part,
cela m'a permis sur les dernières semaines de mon hospitalisation de m'extraire de cette forme d'enfermement que représente le cadre médical, et d'autre part de saisir cette posture de malade pour mettre à l'épreuve mes lectures et propres travaux sur le sujet. Un face-à-face entre la malade et la sociologue s'est ainsi opéré durant ces longs mois, au cœur de cet univers des blouses blanches, et se poursuit encore au moment où j'écris ces lignes. Des troubles sévères de la vision et de la concentration durant les semaines qui ont suivi mon opération m'ont amené à un exercice relativement nouveau. Réfléchir et penser sans notes. Pendant cette période, j'ai donc principalement orienté mes quelques aptitudes restantes à raisonner sur des facultés essentiellement orales et auditives. Pourtant, habituellement, mon esprit fonctionne par la force de l'écriture. Autrement dit, il me faut poser sur papier mes pensées pour les clarifier, les rendre cohérentes, les trier et surtout les approfondir. Là, c'est dans un premier temps, à vide, que j'ai commencé à questionner des situations que je vivais et qui me rappelaient ce que j'avais pu lire ou analyser à travers le prisme de la sociologie de la santé. À défaut de pouvoir écrire, je pouvais enregistrer certaines réflexions qui me semblaient sur le moment, potentiellement intéressantes, à travailler ultérieurement. Je me suis retrouvé in fine avec ces centaines de notes et d'enregistrements sur mon smartphone captés au gré des événements du quotidien, principalement médicaux mais pas uniquement. Avec le recul des semaines, certaines de ces observations et consignations me paraissent aujourd'hui peu exploitables ou pertinentes à explorer. A contrario, avec l'exercice de l'écriture, des faits non mentionnés dans mes transcriptions me sont revenus en mémoire et ont pris toute leur place dans ce récit. Par ailleurs, je me suis promis dès le départ de cet exercice de ne pas en faire un ouvrage sociologique, et donc, de ne pas lire ou de ne pas entreprendre les démarches qui président ordinairement à mes écrits. Je me suis contenté d'activer des souvenirs de lecture ou de référence pouvant porter les faits. La narration qui va suivre ne comporte aucune invention ou fiction de ma part. Toutes les situations, échanges et descriptions ont été vécues sans la moindre exception. Cette restitution des événements s'appuie sur mon seul ressenti de patiente. En ce sens, le propos ne correspond donc pas à une analyse sociologique du fait même de cette subjectivité et perspective unilatérale. Il s'agit d'un objet que je qualifierais d'hybride, d'un témoignage sociologiquement ancré. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est par conséquent nullement fortuite. Une arrivée tout en prestige, pour des coulisses plus sombres. 6 mois après l'intervention chirurgicale, je croise une connaissance dans la rue. Extrait de l'échange. J'ai su ce qui t'est arrivé. Tu as été opéré à l'hôpital des Montagnes ? Non, à la clinique du Sel à Laqueville. À la clinique du Sel, quelle chance. Il paraît que c'est top là-bas. Grand luxe et tout. Dit sans la moindre ironie ou second degré, ce qui aurait pu me faire rire. En effet, quelle chance de se faire opérer du cœur à la clinique du Sel. Vue sur le lac, m'avait-on dit. On ne m'a pas menti. À mon entrée à la clinique du Sel, je me sens davantage dans un hôtel résidentiel de standing que dans un établissement médical. De la bâtisse extérieure aux aménagements intérieurs, rien ne laisse à penser autrement. Je vais résider dans ce lieu plusieurs semaines, ce dont je ne me doutais pas en arrivant. Une 8aine de jours d'hospitalisation post-opératoire avant un transfert dans un centre de réadaptation cardiaque, pour suivre un programme de 3 semaines, m'avait-on expliqué. 20 jours a été la durée de mon séjour à la clinique du Sel, et 4 semaines au centre de réadaptation cardiaque. Hormis le lit médicalisé et le pan de mur agencé de matériel clinique, la chambre dans laquelle je vais passer ma première nuit s'apparente plus à une chambre d'hôtel 4 étoiles avec son sol en parquet, sa télé grand écran plat suspendu, ses tableaux contemporains au mur et sa porte-fenêtre avec garde-corps en fer forgé biseauté proposant une vue imprenable sur les montagnes et le lac. Après l'opération, on me changera de chambre, une plus grande certes mais moins fastueuse et donnant sur la cour. Le repas qui m'a été servi en fin d'après-midi, ce premier jour, ne ressemble également en rien à ce que j'avais pu expérimenter par le passé dans les hôpitaux. Assiette sous cloche avec présentation digne d'un bon restaurant. Le menu était velouté de légumes, filet de sole avec quenelle de pommes de terre et mousse de fruits. Honnêtement, c'était délicieux. Malgré le stress de l'opération programmée le lendemain matin,
La qualité des plats m'a permis de manger avec plaisir et de finir chacun des mets. Bien sûr, les allées et venues des personnels soignants durant une partie de l'après-midi m'ont rappelé rapidement ma condition de patiente. Et non de cliente comme on peut l'entendre dans la bouche de certains médecins, infirmiers, mais aussi le lire dans des travaux en sciences humaines et sociales. À l'inverse du client, un patient subit en position horizontale des rapports verticaux. Cette asymétrie est omniprésente dans ces contextes médicaux. Mais ne gâchons pas cette visite des lieux par ces premières observations critiques. J'y reviendrai plus tard, plus longuement, car cette dissymétrie est le nœud gordien de fonctionnement patent au sein de ce type d'établissements médicaux. Bref, à la clinique de Celles, tout est fait et pensé sur le modèle commercial de fidélisation du client et tous les marqueurs habituels du monde hospitalier ont été soigneusement, dans la mesure du possible, gommés, effacés, neutralisés, occultés ou minimisés. Jusqu'aux odeurs. Étonnamment, et contrairement aux autres structures de soins dans lesquelles je séjournerai ensuite, ici ça ne sent pas l'hôpital. Dès l'entrée à la clinique, l'ambiguïté hybride du lieu saute aux yeux. Après avoir gravi les quelques marches pour accéder au perron, vous pénétrez dans une sorte de vestibule de style ancienne avec 2 petits bureaux, le service des entrées. Cet espace ressemble à une réception stylisée d'hôtel familial très bourgeois avec 2 jeunes hommes jouant les modèles de mode, l'un plus que l'autre, directement sortis du magazine GQ ou de la Fashion Week. L'un des 2 m'accueillit, s'occupa de ma valise et m'accompagna jusque dans un bureau, plus en lien avec les standards habituels des cliniques, où il m'introduisit auprès de mon hôtesse d'accueil. À l'image d'une hôtesse de l'air, tailleur serré bleu turquoise et chemise blanche, coiffée d'un chignon haut, après quelques formulaires remplis, elle m'expliqua le fonctionnement de la clinique et me présenta les lieux de ma résidence. Elle me proposa ensuite de rejoindre votre chambre, avec tout un discours bien appris et bien récité qui visait à démontrer la grande qualité de l'endroit. Nous prîmes d'abord l'ascenseur réservé au personnel, pour accéder à l'étage de cardiologie. Je fus impressionné par la somptuosité des parties communes. Corridor tout en moquette d'un très beau bleu-gris, des photos et des tableaux contemporains enjolivent des murs blancs immaculés, des rampes en métal clair, un guéridon et 2 magnifiques fauteuils de style Louis-Philippe trônent en face du bureau des infirmières et du palier permettant d'accéder à l'ascenseur public ainsi qu'aux escaliers en pierre brute. Ce mélange moderne et ancienne est réalisé avec goût. Une fois installé dans ma chambre, je reçus de cette charmante hôtesse mes cadeaux de bienvenue. Des chaussons blancs en éponge, une trousse de toilette en simili-cuir et toute une panoplie de produits de beauté d'une marque suisse réputée, shampoing cuir chevelu sensible, lait corporel peau sèche, crème émulsion hydroactive anti-âge, crème de soin pour les mains, gel douche, tout type de peau, déodorant spray. Elle m'énonça les différents services à disposition des clients, notamment le café de la clinique situé au rez-de-chaussée. Elle me suggéra d'un air complice que l'après-midi risquant d'être long, je pouvais en profiter pour aller boire un verre à condition de prévenir les infirmières de l'étage. Ce que je fis un peu plus tard. Ce café est un très joli espace lumineux, style art nouveau, soigneusement aménagé, qui fait office de restaurant aux heures des repas et de tea room cosy le reste de la journée. Il ne manque plus qu'un pianiste ou un fond sonore jazzy, voire classique, pour se croire dans un pub cossu d'un très bel hôtel. J'exagère à peine. Le lieu est si agréable que chaque jour, de vrais clients totalement extérieurs à la clinique y viennent déjeuner ou boire un verre. Ce mélange des genres est d'ailleurs amusant. Une des premières fois où je suis descendue dans cet espace après l'opération, j'étais en pantalon de jogging gris, t-shirt ample, chaussée de tongs de plage et traînant laborieusement un pied à perfusion sur roulette bruyant, jonché de 2 poches de liquide transparent reliées à des tubes, eux-mêmes branchés aux multiples trucs, déjà raccordés à mon cathéter, lui-même placé sur le côté gauche au milieu de mon cou. Un couple très BCBG y prenait un café, et a été rejoint par une femme en tailleur chic, qui même assise paraissait courir. Juste à côté de leur table, une famille assez nombreuse entourait un homme d'une bonne 60aine d'années en fauteuil, perfusé de partout avec une poche à urine sur les genoux. De l'autre côté de la salle, une femme de très bel âge en robe de chambre ayant l'air fatiguée, partageait un jus d'orange avec une jeune fille que j'imaginais être sa petite fille. Près des fenêtres, 2 femmes d'une 30aine d'années riaient en prenant un café et 2 hommes en costard-cravate, la quarantaine, discutaient business.
Un homme en chemise claire commandait une bière et tapait frénétiquement sur sa calculatrice, comme si le fait d'appuyer plus fort sur chacune des touches allait lui permettre d'obtenir le bon résultat qu'il semblait désespérément ne pas trouver. Les tables restantes étaient inoccupées. Les quelques autres fois où je suis descendu boire un thé ou un jus de fruits, la mixité de ce lieu et son atmosphère, loin des standards hospitaliers, m'ont systématiquement interpellé. Ressenti qui n'a cessé de croître à mesure des observations déplaisantes sur la qualité des soins et la désorganisation du service que je vivais chaque jour dans ma belle chambre avec mes beaux plateaux repas, leurs beaux couvre-plats en cloche, en face de ma belle et grande télévision. Cette scénarisation d'une clinique hôtelière de luxe va jusqu'à la présence d'une carte de petite restauration et de boissons sur chaque table de nuit, avec le numéro direct du café-restaurant. Généralement en moins d'un quart d'heure, votre commande vous est montée en chambre par une personne en tenue élégante avec petit plateau et serviettes blanches pliées sur l'avant-bras. Ce service n'a strictement rien à envier en matière de professionnalisme et de prestance, au restaurant ou brasserie haut de gamme de la place de Laqueville. Si seulement, à l'image des moyens déployés pour le standing de cet office, l'ensemble des personnels et des unités médicales étaient aussi bien lotis. C'est bien là que le bât blesse. Derrière la façade prestigieuse et la qualité des prestations hôtelières, la réalité des soins est bien moins réjouissante et fastueuse. Comme dans la plus grande partie des hôpitaux actuellement, sous ces apparences trompeuses, cette clinique semble souffrir des mêmes maux: restrictions budgétaires, nouveau management déconnecté des pratiques réelles du terrain et suractivité du personnel. Au dire de certains soignants avec qui j'ai pu longuement échanger lors de soins ou de garde de nuit, un changement de logique dans l'organisation des services, des personnels et des équipes est apparu depuis environ 5 années. À l'épreuve de cette nouvelle gouvernance, me dira l'un d'entre eux, se joue non pas la qualité des soins, mais tout simplement, et aussi violent que puisse être son constat, la mise en danger des patients. Une autre m'expliquera combien elle est mal à l'aise avec la nouvelle stratégie visant à valoriser le packaging de la clinique et à restreindre progressivement, mais drastiquement, les moyens alloués pour la qualité du travail des soignants, et donc indirectement de la qualité des soins. Ces propos corroboraient quelques observations et questionnements qui m'avaient interloqué à plusieurs reprises durant mon séjour. Dans des moments d'exaspération ou de fatigue, je me suis d'ailleurs souvent demandé en mon fort intérieur, à force d'effacer les signifiants médicaux, les gentils organisateurs de cet établissement n'en sont-ils pas arrivés à oublier eux-mêmes qu'ils s'occupent non pas d'un complexe hôtelier mais d'une clinique? Qu'ils n'ont pas à satisfaire des touristes dans leur choix résidentiel, mais des patients en chambre obligés d'être présents pour recevoir des soins contraints? Que la qualité ne repose pas sur le faste de l'assiette et la taille de la télé, mais sur les prises en charge et les actes médicaux, ainsi que sur le personnel les engageant? Un détail, certes, mais édifiant de ce constat: dans quelques services et couloirs, il y a des affiches de la clinique, avec son logo et son nom, vantant ce que l'on peut résumer par les prestations de services de la clinique, avec une photo en dégradé des 10 services et ses slogans: notre quotidien, c'est la recherche des saveurs essentielles. La cuisine, notre quotidien, c'est de vous apporter un moment de détente. Le bar? Je n'ai jamais vu d'affiche concernant les soins. Pourtant, on serait plutôt en droit d'attendre, de voir et de lire: notre quotidien, c'est notre engagement dans la qualité des soins et votre guérison. L'équipe médicale. Non? Échange intensif. J'entends une voix qui me demande si je vais mieux, Q'. Je ne reconnais pas cette voix. Je n'ai aucun souvenir d'hier. Cette voix, c'est celle de Cédric, l'infirmier de jour des soins intensifs qui s'occupera de moi durant les 2 jours et demi d'observation post-opératoire avant le retour dans ma chambre. Il m'explique que nous avons discuté la veille en tout début de soirée, lors de mon premier réveil. Certains souvenirs me reviennent vaguement, mais aucun de lui et de notre supposée conversation. Une horloge indiquant 10h20 à moins que ce ne soit 4h50 ou 22h20 ou 16h50? J'ai du mal à distinguer les aiguilles. Je me demande si c'est le jour ou la nuit. Où je suis, car je ne reconnais pas les lieux. Qu'est-ce qui se passe? Sur le moment, je ne me rappelle pas que je devais me faire opérer du cœur. Je crois même ne pas vraiment savoir qui je suis. La réalité des bips, des tubes,
du respirateur et ma quasi-impossibilité à bouger de mon lit me ravivent un peu la mémoire. Et puis, je vois une infirmière en blouse blanche se pencher sur moi et me demander comment je me sens et si j'ai besoin de quelque chose. C'est l'infirmière de nuit, il est 22h20. Ça y est, ça me revient, l'opération du cœur, la clinique. Cela reste malgré tout extrêmement confus encore aujourd'hui. Preuve en est, après cet échange avec l'infirmière de nuit, je ne me rappelle absolument plus de rien. Est-ce qu'il y a eu une suite à notre discussion? Est-ce que je lui ai demandé des choses? Ou est-ce que je me suis rendormie? Quel était son prénom? Je ne pourrais même pas reconnaître cette infirmière, car les images que j'ai d'elle se résument à une blouse blanche avec un visage brouillé et indistinct. Selon les personnels soignants de ce service, la grande majorité des patients souffrent d'amnésie totale ou partielle lors de leur premier réveil après un long sommeil artificiel de plusieurs heures. Je ne connais toujours pas véritablement la teneur de mes échanges avec Cédric et la réalité de ce qu'il m'en a rapporté. Les infirmiers jouent beaucoup de ces absences avec leurs patients. Il faut avouer que c'est quand même assez perturbant et inconfortable de savoir que l'on a beaucoup parlé, sans en être conscient. Qu'a bien pu dire de manière aussi bavarde mon inconscient? C'est donc avec Cédric, lors de cette première matinée, où moi et ma conscience étions enfin réunis, que ma vie post-opération a vraiment commencé. Ces 2 jours et demi en soins intensifs ont été marqués par l'expérience initiatique d'une autonomie réduite. Impossible de me lever, de me tourner, de me pencher ou de me redresser dans mon lit. Par conséquent, impossible de me laver, d'aller aux toilettes, de m'habiller et même durant les premières heures de manger ou boire seul. Cette dépendance à autrui pour les simples gestes de la quotidienneté, bien que s'estompant chaque jour, perdurera plusieurs semaines. C'est assez déstabilisant de devoir dépendre de quelqu'un pour des actes simples, mais aussi très intimes. L'impossibilité de faire est une douleur morale qui se greffe à la douleur du corps. Que l'on soit pudique ou pas, la gêne physique et symbolique de l'intervention ou de l'assistance sur le corps peut se transformer très aisément, selon le tact et la bienveillance du soignant, en une véritable humiliation. Pire, l'intervention peut devenir effraction, l'assistance maltraitance. Cette dernière n'est probablement pas toujours perçue comme telle par ceux ou celles qui la commettent. Certaines infirmières, en surcharge de travail et par manque de temps, choisissent de délaisser voire de faire l'impasse sur tous les à côté humains accompagnant le faire. D'autres l'assument clairement, elles ne sont pas des soignantes à l'ancienne mais des techniciennes comme me le diront certaines. Dès lors, pour elles, la psychologie autour des soins est véritablement secondaire. Cédric, lui, appartient aux infirmiers plutôt attentionnés. Très critique sur le management impulsé depuis quelques mois, il arrivait à maintenir toute l'éthique professionnelle qui lui seyait malgré les coups de boutoir réguliers et de plus en plus incessants de l'optimisation organisationnelle des soins. C'est lui qui m'expliquera dès les premières minutes de mon vrai réveil, la situation d'immobilité dans laquelle je serai pendant plusieurs jours et comment il deviendrait mon aide à tout faire, mon ange gardien. Il le sera en effet à maints égards. Ce fut également le premier interlocuteur de mon parcours de soins à me donner des conseils pour dompter les douleurs caractéristiques de ce type d'opération et m'informer des gestes auxquels il était impératif de prêter toute mon attention. Interdiction d'éternuer, de tousser, de me moucher trop énergiquement. Si cela devait arriver, il fallait alors l'anticiper afin de blottir ma poupée contre mon thorax, bras croisés par-dessus. Cette poupée est en fait une grande serviette en éponge pliée, roulée et maintenue par un gros scotch qui sert d'amortisseur aux tensions ou aux mouvements trop brusques qui pourraient fragiliser voire rompre les sutures du thorax. Dans d'autres établissements, il s'agit d'une sorte de coussin compact. L'opération subie a nécessité ce que l'on appelle une sternotomie pour accéder au cœur. Pour le dire trivialement, on vous découpe en deux le thorax et le sternum comme un poulet. Afin d'éviter toute rupture des filets et cerclages métalliques ayant servi à la suture, certains mouvements sont donc à bannir. Tous les gestes asymétriques et d'étirement du torse, par exemple, les mains ou bras derrière la tête, les efforts respiratoires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.